Bonsoir. Les populations ivoiriennes subissent actuellement des coupures intempestives d'électricité. Et que faire face à cette situation? Nous y reviendrons. Et comme tous les jeudis, nous aurons ce soir notre session de décryptage en compagnie de nos experts maison. André Bois, Alain Toussaint, Rabia Diallo et Edith Broubleu vous feront mieux comprendre l'actualité de la semaine. L'appel du président Ouattara au PDCI, l'Assemblée nationale qui peut reprendre du service, et l'état des lieux de la presse en Côte d'Ivoire. Tous ces événements qui ont marqué ces derniers jours seront passés au crible dans quelques instants sur notre plateau. Vous le savez, ici, on débat, on analyse, on décrypte l'information comme vous l'avez toujours souhaité. Alors, bienvenue dans notre Live Talk. Oui, nous sommes jeudi. Jeudi, c'est l'acte 4 de notre rendez-vous, le Live Talk. C'est avec toujours beaucoup de plaisir que nous sommes présents à partir de 20h dans vos domiciles, dans vos maisons, pour partager ces moments d'information, ces moments de profondeur, de pertinence, ces moments d'actualité, en compagnie de nos experts maison dont je vous parlais tout à l'heure. Bonsoir André et Alain, ça va? Bonsoir Brice. Bon, très bien, très bien. Presque à l'unisson. Oui, très bien. Mais ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer, j'en suis convaincu. Rabia et Madame Bleu, comment allez-vous? Très bien. Bonsoir. Madame Diallo, bonsoir aussi, je dis pour oui. Rabia. Voilà. Bonsoir Alain. Bonsoir André. Bonsoir Edith. J'ai l'impression que les hommes sont plus en forme que les femmes. Ouais. Non, ça va, on est très en forme. Ça, c'est le petit côté showmaker qui fait. Est-ce que les hommes sont là? Oui. C'est pas besoin de beaucoup de bruit pour... Mais c'est vrai. Absolument. L'efficacité, ça ne fait pas de bruit. C'est un peu comme l'argent, dit-on. Très bien. On va démarrer au pas de course avec un rapide point sur le Live Talk. Et concernant le Live Actu, c'est maintenant. À tout de suite. Très bien. On nous en voudrait de ne pas parler de la CIE. On va en parler, parce que les coupures d'électricité continuent. Il y a des raisons qui sont évoquées, qui sont avancées. Il y a des solutions qui sont proposées. En tout cas, que faire face à cette situation-là? Est-ce qu'il faut qu'on vive avec? Voici la question qu'on se pose, comment vivre avec. De toute façon, moi, ce que je sais, c'est que j'ai déjà acheté un ventilateur solaire et une lampe pour on ne sait jamais. Comme moi, je ne sais pas si vous avez d'autres solutions. Bon, de toute façon, moi, j'avais déjà acheté 2 ventilateurs rechargeables grâce au Live Shop en plus, de Live TV, donc j'avais déjà pris mes précautions. Mais je pense qu'on vit une situation qui est de plus en plus récurrente de toute façon. À chaque période, en tout cas au niveau de chaque année, pendant la période sèche, on constate qu'on vit fréquemment ce genre d'interruption de la fourniture en électricité et parfois de l'eau également, parce qu'en général, lorsqu'on a une coupure d'électricité, juste après, au bout de quelques heures, on a également une interruption de la fourniture en eau. Ce soir, on ne reviendra pas ce soir sur les raisons de cette interruption, mais on va surtout parler des conséquences aujourd'hui sur les ménages, sur les entreprises, la vie des entreprises, quelles conséquences. Là, par exemple, on parle de s'acheter de nouveaux équipements. Les appareils qui tiennent plus longtemps, qui sont rechargeables, ça coûte de l'argent. Et derrière aussi, tu as parlé de conséquences économiques. De nombreux entrepreneurs, en tout cas de petits entrepreneurs, j'ai reçu beaucoup de messages comme ça d'entrepreneurs qui travaillent dans la zone industrielle, qui n'ont pas forcément les gros budgets des gros industriels et il y a un qui me disait dernièrement qu'ils avaient reçu par exemple l'électricité 3 jours et en général ils reçoivent l'électricité 12 heures sur 48 heures en général parce qu'il y a une sorte de rationnement au niveau de la zone industrielle et ils s'inquiétaient du fait de sa petite structure, de sa petite unité industrielle, il n'ait pas les moyens conséquents de pouvoir tenir cette période. Donc forcément, s'il y a beaucoup plus de difficultés en fourniture d'électricité pour son entreprise, forcément, il faudra peut-être s'attendre à une augmentation des prix de certaines denrées, par exemple. Ça fait partie des conséquences qu'on peut redouter, mais qui sont envisageables. André, Alain? Écoutez, ici, je voudrais peut-être demander qu'on applaudisse les Ivoiriens pour leur capacité de résilience. Oui. C'est énorme. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas subi depuis des décennies, et particulièrement cette dernière année? Le Covid, la crise politique,
Et maintenant, les coupures d'eau et d'électricité, ça fait quand même beaucoup. Est-ce que vous ne pensez pas que les Ivoiriens ont... Il y a un petit côté au niveau des Ivoiriens qui comprend un tout petit peu que la situation, comme dit le communiqué, pour des raisons vraiment indépendantes de la volonté. Et surtout, aujourd'hui... C'est la formule consacrée. C'est toujours indépendant de la volonté de celui qui distribue l'électricité et même de ceux qui la produisent. Tout est question de projection et de prévision. Bon, je sais qu'André, qui défend le grand capital, ne sera pas d'accord avec moi. Et là, j'ai encore rien dit. Hein. On m'a déjà indexé. Je le sens déjà venir pour défendre. Évidemment, on n'est pas là pour accuser, mais je veux dire, normalement, on aurait dû prévoir. Parce que l'année dernière, ces problèmes s'étaient déjà produits. Donc pourquoi n'avoir pas pris les dispositions pour éviter ce que nous subissons aujourd'hui avec des ménages qui vont certainement perdre leur pouvoir d'achat, des entreprises qui ne peuvent pas fonctionner et puis la gêne quand même que cela occasionne dans tout le pays. Alain, quand on dit, en tout cas parmi les raisons qui sont évoquées, on parle des assèchements des cours d'eau. Quand vous dites on aurait pu prendre des dispositions, si vous étiez aujourd'hui à la tête d'une de ces sociétés-là, vous auriez fait quoi pour prévoir l'assèchement des cours d'eau par exemple? Non, juste je vais répondre rapidement. Je pense qu'il y a plusieurs types de réponses qu'on peut apporter. D'abord, d'un point de vue politique, c'est que la libéralisation du secteur de l'électricité ne doit pas rester de vaines paroles au niveau de la production et également au niveau de la distribution. Parce que si ceux qui produisent avaient face à eux aussi d'autres acteurs, sans doute qu'on aurait la capacité aujourd'hui de faire face à ces problèmes-là. Ces autres acteurs-là, ils trouveraient où les capacités de produire de l'électricité? Ça serait forcément les mêmes fours. On produit du gaz en Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, enfin, sur ce qu'a dit Alain, moi je voulais réagir. Et puis après, vous avez fait un lapsus, on a commencé par dire CIE. Bon, c'est vrai que c'est une entreprise, on va m'accuser de soutenir le grand capital. C'est une entreprise, mais tout ce qui se passe, ce n'est pas de la faute de la CIE. C'est un prestataire. Non, déjà, et c'est là où je vais rejoindre Alain, mais on est dans une question de politique énergétique en Côte d'Ivoire. On parle d'un mix énergétique. Donc, on a le thermique, gaz, etc. Et bien sûr, l'hydraulique. Mais ce n'est pas la CIE qui décide de ça. La CIE, c'est un distributeur. À ce moment, parce que depuis, est-ce qu'un ministre est venu à la télévision pour nous expliquer un peu les choses? Il y a un directeur général qui a essayé de faire ses efforts. Le directeur de l'énergie qui est venu. Oui, mais je dis, c'est vrai que la CIE aujourd'hui est le parfait bouc émissaire. Mais disons les choses. Ça peut déranger, mais ce n'est pas faux. Je l'ai dit ici moi-même qu'il y a des producteurs, il y a des distributeurs. Il y a un actionnaire important qui distribue, qui produit, à qui appartient la CIE. Mais une fois qu'on a dit ça, c'est la réalité. Mais derrière, qui décide de la politique énergétique en Côte d'Ivoire? C'est l'État. Et aujourd'hui, soyons clairs, l'État a décidé de se cacher derrière la CIE. Et ça, c'est la réalité. Pourquoi les gros investissements, qui doit les faire? Ce n'est pas la CIE, c'est l'État. L'État a dit, moi, je garde un seul distributeur. Bon, c'est la CIE, ce n'est pas de leur faute. Mais qui fait tout le système de production derrière? C'est l'État qui doit mettre en place plus d'acteurs de la production. On parle de biomasse. Oui, mais là, pour le coup, on se rejoint. On parle de biomasse. On parle de... Parce que dans la production thermique, il y a plusieurs acteurs. Vous avez Azito, vous avez Cyprel. On parle aussi d'énergie solaire. Alors, donc, tout cela... Est-ce qu'on met en place, est-ce qu'on utilise la fiscalité pour encourager les gens à construire des usines, à faire l'éolien, etc. Je pense que l'État fait ce qu'il faut pour encourager d'autres... Non, on ne va pas encore protéger l'État ici. Par contre, une société qui c'est vrai qu'elle distribue, mais elle a besoin que l'ensemble de la politique soutienne son système de distribution. Mais c'est ce que l'État fait déjà en lui donnant la gestion de l'infrastructure. Oui, elle a investi dans l'infrastructure. Et je veux rejoindre André sur ce point. On n'est pas tout le temps d'accord, mais sur ce point, je te rejoins parce que c'est vrai que la CIE peut être le parfait bouc émissaire alors que c'est juste un distributeur. La production et il faut savoir également que dans ce mix énergétique, la Côte d'Ivoire produit 75% en tout cas de son énergie, elle est produite à 75% par les centrales thermiques comme Cyprel et Azito. Donc Cyprel et Azito, elles revendent 70 et 80%. En 70 et 80%. C'est du gaz, c'est pas des barrages. 20%, 25% uniquement pour les barrages. Donc quand on dit que c'est parce que les barrages sont asséchés qu'il y a ces événements qu'on est en train de vivre, ce délestage qui n'est pas assumé mais qu'on est en train de vivre. C'est le délestage. Je trouve que c'est un peu incohérent. 80% de notre fourniture d'électricité est faite par ces centrales thermiques. S'il y a un problème au niveau de ces centrales thermiques, c'est pour ça que je trouve qu'il y a beaucoup de flou dans l'explication qui est donnée. Le problème, c'est au niveau de Azito. Azito qui a eu un de ses réacteurs qui est en panne, une turbine qui est en panne et qui doit être remplacée.
Ça n'a pas été fait. Et en plus, quand on associe ça aux assèchements au niveau des barrages, ça donne ce qu'on vit aujourd'hui. Mais qui doit préparer, qui doit regarder ce qui va se passer derrière le mur? C'est l'État. Mais l'État a planifié. L'État, en plus, avait planifié en 2018 par son ministère de l'Énergie la construction de la première centrale solaire flottante. Donc, que ce soit la lagune ou la mer, la première centrale solaire d'Afrique qui serait faite en Côte d'Ivoire. Où on en est? À quel niveau? Alors qu'au Sénégal, il y a cette centrale solaire. Tu vas au Sénégal, même au Maroc, à Ouarzazate. Partout. Voilà, on a du soleil, comment j'allais dire, au niveau de la mer, on a un plan, même au Burkina, marin. Il y a eu aussi le lancement d'une centrale, d'une grande centrale solaire. Mais moi, quand je vous vois parler, quand je vois les Ivoiriens s'énerver comme ça me fait sourire parce que c'est le quotidien de plusieurs pays de la sous-région. Les délestages, c'est une réalité. Et je crois qu'aujourd'hui... Mais je suis d'accord. Oui, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais moi, je pense qu'il faudrait apprendre à relativiser et à faire avec, et surtout peut-être à prendre les dispositions pour que ce genre de situation ne vous surprenne pas. Ce que je disais à Edith, par exemple, pour les cérémonies dans certains pays, les gens louent des groupes électrogènes. Aujourd'hui, on sait que cette situation, elle est là, elle va durer. Malheureusement, il n'y a pas de moyens. Pour, on peut pas dire qu'il n'y a pas de moyens. Je ne parle pas des moyens de l'État, je parle des moyens des consommateurs. Je parle des moyens des consommateurs. Aujourd'hui, l'Ivoirien lambda n'a pas forcément les moyens de prévenir ou de faire face à ce genre de situation. Ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ces problèmes de délestage sont un problème presque sous-régional ou même régional en Afrique. C'est là où je voudrais juste avouer que je ne peux pas toujours se cacher. Comparaison n'est pas raison, je suis d'accord avec vous. Et rapidement, je quitte là-dessus. Mais c'est là où aussi, il faut aussi apprécier ce qui est bien chez nous. Je ne veux pas qu'on soit toujours en train de critiquer. En Afrique, que ce soit au Nigeria, que ce soit dans des grands pays qui sont équivalents. L'Afrique du Sud, par exemple, c'est des grands moments de délestage. Ça veut dire que nous, on a un système qui fonctionnait plus ou moins bien jusqu'à ce qu'on ait ces à-coups-là avec le problème de la panne de machin et le problème des barrages. Donc, quand même, reconnaissons que notre compagnie ce qu'il faut fait son travail. Ce qu'il faut retenir, c'est que ceux qui l'ont mauvaise en ce moment, c'est la CIE, mais ils ne sont pas les seuls responsables de ce qui nous arrive. Bien sûr. La première chose. La deuxième chose, Côte d'Ivoire Énergie, CIE, c'est l'État, mais les populations souffrent. Elles entendent. Quand elles disent, par exemple, ce qu'on n'arrive peut-être pas à comprendre, c'est qu'on va passer toute cette période-là et nos factures vont venir, elles seront certainement les mêmes montants. Et finalement, on va dire que c'est la population, on va même dire que c'est la population qui souffre. Comme c'est le cas dans tous les pays où il y a des délestages, vous recevrez les mêmes factures avec les mêmes montants. Non, pas les mêmes montants. Mais si. Ne me dites pas les mêmes montants. On va recevoir une facture, ça c'est sûr. Mais pourquoi les mêmes montants? On en reparlera à la réception de ces factures-là. On est tous d'accord que dans toutes ces guerres, ceux qui souffrent, c'est les populations. Et Brice, si tu permets, j'ai vraiment une pensée aujourd'hui pour les petits artisans, en l'occurrence les tailleurs, qui sont bloqués depuis des jours parce qu'ils n'arrivent pas à honorer leurs engagements pour les fêtes à venir. Et c'est un problème parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter. Rassurez-moi que votre robe est déjà prête. Elle n'est pas prête. Mon tailleur me dit toujours qu'il y a combien d'électricité depuis 2-3 jours. Tu as tout à fait raison parce que c'est vrai qu'on nous prévient pour les coupures. En tout cas, ça c'est récemment. On nous prévient des zones qui auront une interruption de fourniture d'électricité. Mais derrière, c'est des matériels qui sont régulièrement soumis à ces coupures. Donc, il peut y avoir des dommages. À qui on va s'adresser? C'est vrai qu'on peut s'adresser à l'ANARI, c'est vrai. Mais je veux dire, l'Ivoirien lambda n'a pas la possibilité de se déplacer ou faire un courrier à l'ANARI comme le tailleur, par exemple. D'abord, vous vous adressez à la CIE quand il y a contestation. Est-ce qu'il y a une suite? Il y a une suite, c'est-à-dire que vous vous adressez d'abord à la CIE. Si évidemment, ils ne répondent pas à votre demande, eh bien, vous avez recours à l'ANARI, etc. Mais mon équipement, par exemple, peut être endommagé à la suite de ces coupures intempestives et insupportables. Après, il faut le prouver aussi, si vous n'avez pas un vieil équipement. C'est bien pour ça. Admettons que je le prouve. Est-ce que cette agence-là ou la CIE dédommager? Voilà, peut dédommager? Oui, mais c'est ce qui est prévu. C'est prévu, mais est-ce que ça se fait? Ça se fait, je pense. Dans les écrits, c'est vrai, mais dans les faits, effectivement, en tout cas, je pense qu'il doit s'attendre à beaucoup de plaintes de la part des consommateurs qui auront leurs appareils endommagés. Attention aussi, s'il n'y a pas beaucoup de plaintes,
Peut-être que l'électricité de Côte d'Ivoire, qui est aussi d'une certaine qualité, il faut l'avouer, par rapport à beaucoup dans la sous-région, n'est pas de l'électricité qui endommage à tout va les appareils. Donc il faut aussi prendre en compte le fait que... C'est de bonne qualité. Non, je dis, mais si je n'en vois pas, c'est probable aussi qu'il n'y ait pas beaucoup de dégâts. Les Ivoiriens sont parfois résignés. Les Ivoiriens sont résilients, comme tu l'as dit. André, tant qu'il y a régulateur de tension, oui, sinon non. Ok, une chose est sûre, on est d'accord. Je ne peux pas laisser passer quand même ce propos qui me paraît un peu populiste de la part quand même de tout ça. Très bien. C'est la réalité, parce que vous défendez l'indéfendable. On vous dit que les appareils sont abîmés, vous commencez à nous parler de la qualité de l'électricité qui est produite en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi vous voulez que tout soit noir sur notre table? Mais en fait... Rien n'est noir. Bon, après, on arrête d'en parler, on a compris. On vous a bien compris. On est tous d'accord qu'il y a une certaine tristesse vécue par l'ensemble des Ivoiriens face à cette situation-là et que notre souhait, le plus grand, peu importe le niveau de responsabilité, c'est que cette situation-là soit résolue le plus tôt possible. On est d'accord là-dessus. On espère. Et que d'autres entrants viennent sur le marché de l'électricité. Nous avons commencé cet écliptage par une adresse. Elle émane de M. Damana Picasse. Nous revenons de loin parce que tout simplement, nous avons voulu moderniser notre pays. Nous avons voulu développer notre pays. Nous avons voulu travailler pour que la Côte d'Ivoire, qui est un pays riche, cette richesse-là puisse impacter la vie des Ivoiriens et que chacun, sur ce territoire, et que chacun puisse vivre décemment en paix. Ça a été notre erreur. Ainsi de suite, les propos. On a tous pu les lire. Je ne vais pas plus loin. Ces propos lui ont valu une convocation. Donc au niveau de la direction générale de la police, et le directeur de la police disait, je cite, « J'ai reçu ce matin le ministre Kakabé de la Réconciliation, M. Kone Katine, M. Damana Picasse, qui est l'auteur des propos cités tout à l'heure à mon cabinet, pour passer un message de fermeté à M. Damana Picasse pour ses sorties maladroites sur la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Il a présenté ses excuses et promet de ne plus recommencer. » Voici les faits. Je pense qu'il est resté bloqué à l'ère 2010-2011 et peut-être qu'il ne s'est pas mis à jour de ce qui s'est passé après toute cette période. Surtout qu'on sort d'une période tendue avec les élections présidentielles et législatives où, après tout ceci, on a vraiment décidé de passer à autre chose, de parler de paix, de parler de dialogue, de parler de réconciliation et surtout d'apaiser, de choisir des mots apaisants. Donc je pense qu'il devrait faire attention à ces propos. Les excuses de M. Damana Picasse révèle bien, qu'il a pris toute la mesure. Bien sûr, mais c'est important de condamner également. C'est important de condamner également ces propos parce que avec tout ce qu'on a déjà vécu, je pense que c'est indélicat. Encore une fois, on va citer Charles Bégoudé que nous avons interviewé sur ce plateau qui disait c'est terminé peut-être le temps du face-à-face. Il faut que pour l'instant on soit dans le côte-à-côte. Exactement, dans la discussion. Bon, je pense qu'il faut mettre cet acte manqué sur le compte de l'euphorie du retour, après 10 ans d'absence. Et puis aussi dire que c'est la particularité de la politique en Côte d'Ivoire, où on pense que des paroles musclées peuvent contribuer à faire avancer une cause. Je m'apprête à poser cette question. Je termine juste, il y a un contexte quand même, depuis quelques mois, avec une forme de décrispation politique. Et le retour des exilés s'inscrit dans les efforts mis en œuvre par le gouvernement pour rassembler l'ensemble des filles et fils du pays. Donc quand on est acteur politique de cette dimension, et étant proche de Laurent Gbagbo, qui lui-même est, disons, le concepteur du ACO, nous discutons, on devrait peut-être comprendre qu'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de plus de mots de paix que de mots de guerre. Très bien. Alors justement, André Bois, Alain Toussaint faisait son analyse tout à l'heure. N'inscrivez-vous pas les propos de M. Damana Picasse dans la logique de l'homme politique qui a envie de galvaniser des troupes, envie d'annoncer que son retour n'est pas celui d'un agneau, mais celui d'un lion? Je vous remercie à ce propos, Brice, parce que je vois que tous mes amis affichent une sorte de consensus sur ça, mais je dis de deux choses l'une. Soit on considère que les propos de Damana Picasse tombent sous le coup de la loi, donc on passe justement au truc, soit on considère que c'est un propos politique, auquel cas, pour moi, ça peut être une forme de censure. Parce qu'à un certain moment, il faut que les politiciens puissent parler, s'adresser à leurs militants, sans qu'on ait à leur agiter le chiffon rouge. Parce qu'à tout moment qu'il voudra parler, on rentre dans une forme de censure. Non, je ne pense pas que la liberté... il est convoqué par la police, on est dans un état démocratique. Laissons jouer les institutions, tout ça. Peut-être, je ne suis pas là pour défendre la police ni l'État. Le directeur général dit qu'il a été reçu. Il a été reçu. C'est une invitation. Non, je me rappelle à l'époque, Chaoussex
Ceausescu, il demandait, il recevait les opposants. Oui, bon, là aussi, dîner. Ceausescu, excuse-moi, mais la Roumanie n'est pas la Côte d'Ivoire. Voilà. Ben moi, je plaide pour la démocratie qu'on convoque un opposant pour une petite discussion. Enfin, ça peut paraître un peu intimidant. Non, je pense que c'était des propos mal placés, malvenus. Et puis, il faut s'inscrire dans le contexte actuel. Parce que l'opposition elle-même, dont M. Damana Picasse fait partie, prépare actuellement le retour de Laurent Gbagbo. Alors, comment voulez-vous que ce dossier puisse avancer si les partisans de Laurent Gbagbo bandent les muscles, tiennent des propos qui sont de nature à irriter les autorités politiques, administratives et même Après, la démarche peut être intimidante, comme tu le dis. Peut-être qu'il aurait été plus opportun qu'au lieu du directeur général de la police, qu'il soit peut-être reçu tout simplement par le ministre de la Réconciliation nationale, Kwadwo Kono-Bertin, ça aurait été moins intimidant et, comme tu le dis, moins autoritaire. Voilà. Mais moi, je pense que déjà, s'il a été reçu par le directeur général de la police... En présence du ministre de la Réconciliation. En présence du ministre de la Réconciliation, ça aurait pu se faire sans. Donc, pour moi, c'est à dessein et c'est un message qui est en train d'être passé. Moi, je suis partagée entre vos deux avis. Je vois l'homme et je vois la raison. L'homme, la raison, je parle de sagesse. Je vois l'homme qui a été exilé, parti de son pays, qui a quitté le fruit de son amour, de son attachement, et qui revient et qui a besoin de s'exprimer quand même parce que peut-être qu'il a gardé de la rancœur, etc. Et qui a besoin de parler. Sans compter que dans certains milieux, on dit souvent que lorsque vous revenez comme ça, vous avez peut-être passé un deal avec les autorités en place, donc certainement que vous avez fait allégeance, vous n'êtes plus l'opposant. Il faut prouver que... Voilà, ça y est, c'est bon, je suis revenu, mais... Et puis s'exprimer, faire une sorte de thérapie pour dire ce qu'on a sur le cœur, parce qu'on a estimé, parce que quand on lit ses propos, on a l'impression on a le sentiment qu'il a un sentiment d'injustice, et il l'exprime. Maintenant, d'un autre côté, si aujourd'hui tout est mis en place pour mettre en œuvre une réconciliation, ce genre de propos et ce genre d'attitude n'est pas souhaitable et n'est pas, pour moi, ne doit pas être... Je pense que dans le message du directeur général, dans le communiqué, je crois que le message de fermeté était aussi certainement pour lui rappeler que ces propos pouvaient mettre à mal la paix et la cohésion et même la sécurité et la stabilité. Et puis même influencer. Et puis même influencer. On peut dire que c'est une démarche politique. Ouais. Mais derrière la démarche politique. Moi, je condamne sans doute les propos, mais que ce soit le directeur général de la police, quand il intervient, le directeur général de la police, à moins que ce soit une sorte de rappel à la loi, mais voilà, il n'y a pas. Lui, il vient pour sanctionner un acte qui est prévu par la loi, qui est délictueux, ben voilà. Mais qu'il reçoit un opposant pour des causeries de cette nature. Moi, j'estime que ce n'est pas ça. Et tous les autres, en même temps, ce n'était pas un interrogatoire, ce n'était pas une convocation. Là, quand on voit les images, on voit bien que c'était dans un cadre. Mais il y a un message derrière, à mon avis. Il y a vraiment un message derrière de fermeté, une sorte, entre guillemets, de menace d'épée de Damoclès qu'on pose au-dessus de sa tête, pour qu'il n'y ait pas de précédent, en fait. Pour que les autres aussi ne se disent pas, ah ben, ils commencent à parler, nous aussi, on peut s'exprimer, et puis après rentrer aussi dans un autre cycle. Il faut qu'on soit d'accord que s'exprimer n'est pas le problème ici. C'est qu'est-ce qu'on dit. Oui, mais on ne va pas avoir une police pour contrôler ce qu'on dit. À partir du moment où la loi fixe dans notre domaine des propos qui peuvent être injurieux ou diffamatoires, etc., bon, voilà, soit ça tombe sous le coup de la loi, mais qu'on appelle comme ça, bon, ça veut dire que demain, Damana Picasse ou quelqu'un d'autre aura du mal à dire des choses parce que peut-être qu'il va se faire convoquer par la police alors qu'il veut mener son activité politique. Est-ce que Damana Picasse aujourd'hui a les droits? Mais je pense que quand il le reconnaît en disant je m'excuse, il se rend bien compte, s'il vous plaît. Moi, je pense que quand Damana Picasse dit je m'excuse pour les propos que j'ai tenus, il se rend bien compte qu'il avait le droit de parler, mais il n'avait pas le droit de dire tout. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé d'actes. Vous êtes sûr que c'est une excuse qui est sincère? C'est pas l'objet d'une pression? Mais non, André, je pense qu'après coup... Il n'était pas obligé de s'excuser, André. Oui, il a dû se rendre compte. Il n'était pas obligé de s'excuser. Ce que je voulais dire, c'est que derrière Damana Picasse, moi, je vois plutôt l'image de Gbagbo. Donc, il ne faudrait pas poser de gestes ou d'actes qui compliquent les discussions avec les autorités visant à le faire revenir dans le pays. Parce que derrière, sachant que ces deux leaders, en tout cas Laurent Gbagbo et Charles Bégoudé, tiennent des discours d'apaisement, de réconciliation, d'union nationale, et que lui, il vienne
pas dans un objectif de saper, mais peut-être l'euphorie. Je crois qu'on avait juste envie de dire qu'on n'avait pas besoin de ça. Voilà, le fait de revenir peut-être et de s'adapter. Peut-être qu'il y aura le temps de s'adapter. Après de longues années d'exil. On retiendra juste qu'il s'est excusé et puis qu'il a promis que ça ne se répéterait plus, en tout cas, dans cette forme-là. Bon, on va tout petit peu parler de rapprochement, vu qu'on est en train d'en parler. On parle de décrispation, on parle de démarches dans ce sens-là. Et puis, l'appel du président Ouattara, donc, pour un retour du PDCI au RHDP, la question, après cet appel, pensez-vous qu'il sera entendu ? Moi, je n'ai pas vu j'ai entendu parler de l'appel, mais je n'ai pas vu la cotation, enfin la citation. Qu'est-ce que le président Ouattara a dit exactement ? A dit exactement, c'est ça. C'était Parce lors que de... je ne pense dans ma vision, il dit, dans ma vision de la Côte d'Ivoire, oui. Le PDCI doit être au RHDP. C'est important que nous ayons des options politiques sur le développement de la Côte d'Ivoire, a déclaré donc le président Ouattara. Je crois qu'il a dit dans le cas il recevait des populations, des chefs d'une dizaine de régions qui venaient. N'est-ce pas que c'est une superbe initiative? Des populations Tous les enfants de du du Gontougo, du Lodibois, du Grand Pont, du Lamé, etc. Voilà, ainsi de suite. Voilà. Tous les enfants d'Oufouette ne doivent-ils pas se retrouver dans le même creuset? Dans une même maison sans électricité, c'est ça? Non, André. Soyons quand même pragmatiques. La politique, ce n'est pas d'additionner des contraires. Le PDCI était au RHDP. Oui. Et à la suite des dissensions, ce parti a pris le large. Maintenant, qu'est-ce qui pourrait justifier son retour au sein du RHDP? Moi, je vous ai parlé d'oufouettistes. Ils ont l'ADN identique. Ils peuvent quand même, oui, à un moment. Le RDA vient du PDCI. Le PDCI, aujourd'hui, il y a... Et tout se réclame de l'héritage du l'ADN identique, c'est quoi? C'est le pouvoirisme, de vouloir être aux affaires. C'est peut-être ce qu'ils ont en commun. Non, je ne pense pas que le président Ouattara ait vraiment besoin aujourd'hui de se rabibocher avec le PDCI, qui lui-même est dans une dynamique de fusion avec le FPI. Cette fusion me paraît très circonstancielle. Mais non. Je pense que... On reviendra sur cette fusion. On reviendra sur cette fusion. Je vais permettre à Mme Bleu de s'exprimer. Vous croyez en ce éventuel, potentiel ou improbable, sait-on jamais, retour du PDCI au RHDP? Avec l'historique, en tout cas, comme souvent Sophia Idayam le dit, le track record qu'on connaît du PDCI depuis ces 20 dernières années, je pense que c'est possible qu'il y ait un retour. En tout cas, c'est possible, je vais mettre ça en guillemets, qu'il y ait un retour du PDCI au RHDP, parce que derrière, on sait également qu'il y a eu un échange téléphonique également récemment avec les deux leaders de ces deux partis. Tout est possible. C'est un jeu d'alliance politique, on le sait. On l'a vu en 2009, 2010. On sait que ce jeu d'alliance peut se reproduire parce que de toute façon, la politique, c'est la saine appréciation des réalités du moment. Le retour une question pour tous les autres, le retour du PDCI au RHDP, pour quel enjeu? Écoutez, la survie aussi. La survie, non, mais non, tout ça. André, dis-moi, quelle idéologie partage-t-il? Non, mais l'oufouettisme aujourd'hui... Non, je parle d'une idéologie. Non, mais justement, j'allais vous dire, l'oufouettisme aujourd'hui est une idéologie. Le professeur Jean-Noël Loukou pourra vous en parler. Il y a une idée. Il y a une idée de la Côte d'Ivoire, il y a une idée de l'Ivoirien qu'Oufouette a développée. Et je pense que cette idée-là se retrouve dans les oufouettistes que sont Alassane Ouattara et Bédié. Et aujourd'hui, qu'ils soient ensemble me paraît plutôt logique. C'est vrai que le projet d'Alassane Ouattara, c'était que tous soient reversés dans un RHDP. Mais aujourd'hui, on peut avoir le PDCI avec le RHDP. Et si c'est à cette alliance, je pense que l'enjeu me paraît très bon. J'ai une question pour vous. Est-ce que cet appel-là ne ressemble pas à une stratégie du président Ouattara, quand on sait que de plus en plus, on observe une forme de rapprochement du PDCI avec le FPI, vu même que le PDCI, pour preuve, veut participer de façon active au retour du président Gbagbo. Est-ce que le timing n'est pas parfait? Oui, le timing est certainement parfait. Effectivement, pour éviter d'être isolé sur la scène politique, tenter peut-être de rattraper le PDCI avant qu'il se jette définitivement dans les bras du FPI Gore. Mais ce que je voulais dire ici, ma crainte, c'est que la Côte d'Ivoire n'a vraiment pas besoin d'un grand bloc qui serait soit FPI ou RHDP ou RHDP et PDCI, parce que qu'est-ce qu'on a constaté ces 10 dernières années? C'est que le rassemblement de RHDP dans lequel était le PDCI a conduit au vote d'une constitution qui a posé des problèmes lors de la dernière présidentielle. Constitution soutenue par le PDCI, parce qu'il y avait des enjeux de pouvoir. Une fois qu'ils ont été en dehors du bloc, ils ont combattu cette constitution qui a permis la candidature du président Ouattara. Donc je vais dire, si ce sont des arrangements contre les intérêts du peuple,
cela n'a aucun intérêt. Mais si c'est pour renforcer la démocratie, ce dont je doute, on peut essayer, mais je ne pense pas du tout que ce soit nécessaire. Vous n'avez pas à douter puisque c'est pour la démocratie. Parce que moi, je pense que chaque fois... C'est pour la démocratie, je vais vous expliquer. Parce que, non, je le sais, parce que c'est ma projection. Parce que moi, je pense que chaque fois qu'il y a un bloc, ça participe à assurer une forme de stabilité. Remarquez, c'est ça. Parce que quand on quitte 2010 et qu'on sort de là, jusqu'à ce qu'on arrive là aujourd'hui en 2021, on a gagné en stabilité. Chaque fois qu'on commence à rentrer dans une fracturation des blocs, remarquez la déflagration. Donc, moi, je pense que politiquement, le fait d'avoir des blocs, ça assure la stabilité en termes de gouvernance, en termes de paix sociale. Et c'est une très bonne chose. Mais depuis 2 ans, est-ce que le pays n'est pas stable? Mais le PDCI est sorti du RHDP. Oui. Est-ce que le pays tangue parce que le PDCI ne serait pas au sein de la majorité présidentielle? Non, moi je pense qu'il faut 3 blocs. RHDP d'une part, ensuite PDCI, et puis enfin de l'autre part, le RPI. Ça serait il y a une chose que vous oubliez, c'est qu'il y a une branche importante du PDCI qui s'est retrouvée au RHDP et qui a permis justement au RHDP d'assurer son hégémonie récente. C'est pour ça qu'on remercie ceux de la ME, ceux de l'Est, etc. Parce qu'ils ont permis au RHDP, qui avait son bloc qui était très nordiste et très urbain, de récupérer des voix, que ce soit dans la ME, que ce soit mais c'est ça la démocratie. Mais justement... C'est ça la démocratie. Alors pourquoi aurait-on besoin maintenant que le PDCI revienne au RHDP? Je ne pense même pas que ce soit possible d'ailleurs. Bon, moi en tout cas, d'un point de vue analyse politique, stabilité, parce que vous étiez en train de comparer la question donc, des différents blocs, moi je pense que si vous pouvez douter en termes d'hégémonie, moi je pense qu'en termes de stabilité, je parle de pertinence, utilité, efficacité, ça apporte quoi au réalisme? C'est important d'avoir une stabilité. À part remettre sous le même maillot les mêmes qui vont se partager le gâteau. Effectivement. Voilà, ça vous insistez tellement sur cette affaire de gâteau, mais le gâteau est en train de se partager. Le pays... La politique en Côte d'Ivoire se réduit au tabouret. Mais non, c'est caricatural cette affaire de tabouret. Mais non, c'est pas caricatural, c'est la réalité. Le vrai problème, c'est que... C'est un beau concept, ça résume bien des ambitions politiques. En 10 ans, on a gagné des choses. En 10 ans, on a eu un peu plus de stabilité. Économiquement, on a fait des bons, etc. Parce que quand le pays est plus soudé autour d'un bloc politique, ça permet d'avancer. Mais c'était de façade parce qu'on a vu que c'était finalement fragile, parce qu'on parle d'un rassemblement, d'une sorte de coalition où on a un bicéphalisme ou même un tricéphalisme, mais je pense que c'est plutôt un bicéphalisme. À un moment, dans une union, dans une coalition, il faut que quelqu'un se fasse. C'est comme une fusion entre 2 entreprises. Qui va rester on ne peut pas avoir 2 personnes à la tête. Ouais. Donc je pense qu'à un moment donné, donc, le président Alassane Ouattara... Et là, c'était pas forcément d'avoir 2 personnes à la tête, c'était peut-être d'établir un mouvement de rotation. Exactement, d'avoir une nouvelle génération, par exemple. Est-ce que Konan Bédié, en tout cas, si cette coalition se remet en place, PDCI, RHDP, est-ce qu'il va vouloir passer la main? Est-ce qu'il va vouloir cette alternance? Parce que je pense que c'est sur la base d'une entente d'alternance pour 2020, qu'ils se sont certainement entendus. Est-ce qu'il va vouloir accepter une alternance pour une nouvelle génération, que ce soit au sein de son parti, le PDCI, ou au sein du RHDP? Ça va être totalement fragile. Je ne pense pas que ça sera... Comme les couples qui se rabibochent 8 ans après 8 ans de séparation. Écoutez, je peux vous dire, ça se rabiboche, mais vous oubliez cette fameuse maxime vient de chez nous. Oui. Ancien feu qui se rallume, vous en pensez quoi? Ça peut faire rire. Pas forcément plus ça longtemps. Peut faire rire, mais souvent le brasier est très chauffant. C'est très fugace. Il n'y a plus de feu. Ah bah ok. Mais écoutez, je veux m'arrêter sur l'incohérence aussi de tout ça, là, parce qu'on a un parti de droite qui est foncièrement de droite, qui est le PDCI. On a un parti de gauche qui est le FPI. Comment ils peuvent être ensemble? Quel programme de gouvernement? Mais le RHDP, c'est un parti libéral. Ils sont dans la même... Le PDCI aussi, c'est un parti... Le communiste, il était libéral? Non, mais là, c'était les débuts d'Oufouette. Oufouette était un communiste. C'était les débuts d'Oufouette. Il a été conquis au libéralisme et c'est comme ça qu'il a construit la Côte d'Ivoire. On était l'un des premiers pays à accepter le libre marché, etc. Et donc, moi, je pense que... C'était une obligation, comme la Russie aujourd'hui, qui est l'un des plus grands pays capitalistes aussi. Vous voyez, alors que c'est d'abord un pays communiste. Vous le dites bien, pour conclure, certains ont parlé de rassemblement et celui-là, d'oufouettisme. Voilà. L'alliance, en tout cas, le retour est possible, mais il sera très fragile et très fugace. Et à quelles conditions? Effectivement. Très bien. Bon, pendant ce temps, on va dire ça comme ça, vous faites une transition. Pendant ce temps, eh bien, les choses vont... L'État marche, l'État tourne, les choses vont bon train. L'Assemblée nationale, elle travaille, voilà, elle s'est réunie.
Et je vais juste vous citer le communiqué du président Amadou Soumarou, donc, qui a clos la séance qu'on a suivie la dernière fois, qui disait « Je vous exhorte à vous tenir prêts pour aborder avec efficacité le travail législatif qui commence. Nos députés sont à l'œuvre, messieurs. » Ils sont à l'œuvre. Là, il y a eu la constitution de 6 commissions, donc la formation du bureau, on le sait. Malgré tout ce qui s'était passé, on en a discuté longuement ici. Donc l'Assemblée nationale recommence à travailler jusqu'à ce que toujours les mêmes esprits un peu bizarres commencent à se poser des questions sur pourquoi le président de l'Assemblée nationale n'est pas là. Rabia, mais c'est un humain, voyons, il peut tomber malade, mais jusqu'à preuve du contraire. Mais tomber malade régulièrement. Mais régulièrement, est parti régulièrement en voyage pour les mêmes raisons. Pour l'ouverture d'une séance, mettre en place les commissions et répartir aussi tout. Mais je pense J'avais l'impression que ça porte un certain dysfonctionnement. Je pense que tout cela met un peu mal à l'aise la bonne volonté du président Ouattara, qui lui a donné une seconde chance en tant que député sortant et président sortant. Et lui-même, dans son discours d'ouverture, il avait assuré en tout cas de sa présence. Oui, ça veut dire qu'il a une bonne volonté, il veut guérir. Donc on ne va pas lui reprocher de se battre pour guérir. Alors, ceux qui vont espérer qu'il ne guérisse pas, c'est quoi le problème? Non, personne n'espère qu'il ne guérisse pas. Je veux dire, l'idée qu'on doit avoir, c'est qu'il veut guérir. Donc ça, on devrait être tous d'accord avec. Mais on a raison de s'inquiéter de son état de santé. Oui. Est-ce que c'est de son état de santé que les gens s'inquiètent? Oui. Ou de sa capacité à travailler. Oui, de sa capacité à travailler. On a le droit de s'inquiéter. En fait, il était couché à la maison, ici à Abidjan, ou à Séguéla, voyons, ça ne poserait pas de problème. Non, c'est l'image désastreuse que cette situation donne du fonctionnement de nos institutions. N'oubliez pas que pendant près de 8 mois, on a eu le président du Sénat qui était en tourisme sanitaire en Allemagne. Non, mais c'est ce qu'on a dit. Il est revenu en bonne santé, donc ça veut dire que ça a été utile. Oui, mais il est allé se soigner à l'étranger et pendant ce temps, on avait une institution dont le chef était absent. Aujourd'hui, on a un Parlement qui vient d'être récemment mis en place et voilà que celui qui est censé diriger l'institution est malheureusement souffrant, malade, etc. Donc je pense qu'il faudrait peut-être faire preuve d'imagination et prendre des décisions fortes. Mais il y a un vice-président, un premier vice-président, en plus il y a d'autres vice-présidents. Donc l'Assemblée ne doit pas pouvoir en pâtir. Cette institution va fonctionner. Il se trouve par exemple que les commissions qui ont été mises en place hier ne pouvaient pas l'être en son absence, par exemple. Vous voyez? Bon, donc il faut trouver une solution. Voilà, quelle solution proposez-vous à tout ça? Moi, je n'ai pas de solution magique, mais quand je sais, par exemple, il y a des pays comme la France où quand on sait qu'un ministre ou un chef d'institution est dans une situation de santé précaire et que cela est officiellement connu, ce responsable-là est amené à rendre le tablier. Non, mais là, ça devient intéressant. Ça veut dire qu'à un moment, il faut interroger nos textes. Il faut les faire évoluer pour que justement... Est-ce que vous pensez qu'en Côte d'Ivoire, quand on interroge les textes, on a des réponses? Parce qu'on a eu un débat sur la Constitution pendant des mois et des mois. Oui, d'accord, je suis d'accord. Donc ça veut dire... Et restons à l'humain. C'est-à-dire que, est-ce qu'aujourd'hui, on peut choisir le tabouret à la santé? Donc ça aussi, c'était un dilemme. Mais le côté humain, il y a aussi une réponse. Et un exemple patent, vous l'avez rappelé, c'est le président de l'Assemblée nationale, du Sénat. Il a fait 8 mois, mais il est revenu en pleine forme. Donc on peut accorder justement que Amadou Soumarou cherche à reprendre. Est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux peut-être de porter le choix du président de l'Assemblée nationale sur une autre personne? Oui. Voilà. Non, mais là, vous posez un autre débat. Je pense que c'est une autre question. On aurait pu gagner en temps, tout simplement. Mais après, on ne peut pas imaginer, on peut pas deviner qu'en venant pour l'ouverture, il imaginait qu'il allait peut-être piquer une crise, faire une rechute. Non, je pense qu'il y a des signes il y a des signes qui ne mentent pas, qui ne trompent pas, je veux dire. Vous savez, on est des humains. Ma réaction sur votre proposition d'anticiper n'est pas forcément une réaction pour dire non, qu'on peut prévoir si quelqu'un est malade. C'est vrai, c'est bien pour ça que dans certaines constitutions, dans certains textes réglementaires, on demande des tests de santé pour des personnalités, le président de la République, un bilan de santé, etc. On est d'accord que c'est important et de le savoir. Mais il se trouve que là, il est malade, il est déjà président. Alors, ce qu'on peut espérer, c'est que l'organisation, qui a quand même toute une structure, tout un bureau avec une pléthore de vice-présidents, continue de fonctionner. Ben voyons. Oui, mais continue de fonctionner. Mais Alain Toussaint disait tout à l'heure, André Bois, que, par exemple, pour le vote d'un certain nombre de on est obligé d'attendre. On est obligé d'attendre. Qu'il soit là. Et ça pose problème. Pour mettre en place la commission, ils ont dû attendre qu'il rentre. Et puis il est venu spécialement pour ça, il est reparti. Donc il a eu le temps d'installer les commissions. Oui, mais est-ce que c'est normal? Mais en fait, quand il n'y a pas la personne à la tête, ça crée toujours une sorte je dirais pas de malaise, mais il y a une équipe qui a une personne à sa tête. Quand elle n'est pas là, il y a un manque.
psychologiquement, etc. Mais le monde que ça pose, ou la situation que ça pose, effectivement, on en parle tout à l'heure, c'est que c'est pas prévu, justement, qu'il y ait, on se dit, il y a la possibilité que la personne dans la tête ne soit pas toujours là, et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Mais c'est écrit dans le règlement ici. Le vice-président supplée le président de l'Assemblée nationale en cas d'empêchement dans l'exercice de ses fonctions. Article 12 du règlement de l'Assemblée nationale. Donc, on est bon. Mais on peut, en fait, sur le long terme, on ne peut pas fonctionner avec des vice-présidents sur des sortes de dépannage, entre guillemets. Exactement, dépannage. Voilà, c'est ça, parce qu'une institution fonctionne, d'autant plus qu'on est tellement et sur de grands chantiers. Par une personnalité qui doit être visible, qui doit être disponible. Or là, ce n'est pas le cas. Donc, pour des raisons de santé. Pour des raisons, donc, voilà. Enfin, à moins que vous ne vouliez, indépendante de sa volonté. Vous vouliez qu'il démissionne? Oui, par exemple. C'est l'une possible, enfin c'est tout à fait démocratique. Oui, c'est prévu par les textes dont vous parlez. Il a bon espoir qu'il va reprendre nous très aussi, vite. On le souhaite aussi, oui. Mais on espère qu'il pourra aussi bénéficier d'un suivi aussi local avec des médecins qui pourront peut-être, il pourrait effectuer cette tâche de président de l'Assemblée nationale tout en étant suivi sur place. Voilà. Oui, ça c'est un débat qu'on peut ouvrir et pour le coup je vous rejoins, mais pas pour longtemps. C'est sûr que, oui, c'est vrai, c'est sûr qu'il est mieux qu'on ait un collège de notre pays qui montre que nos médecins, plateau technique, qui est au chevet donc, du président de l'Assemblée nationale. Et ça, ce serait un bon signal envoyé par la représentation nationale. Donc, on pourrait même déplacer les médecins et les équipements. Ça, je suis vraiment entièrement d'accord. Bien sûr. Bien sûr, parce que, bon, ça c'est un autre débat, mais le risque de tout ça, d'avoir des personnalités qui sont traitées à l'étranger, c'est que, quelque part, il y a une fragilisation de nos institutions et que des secrets d'État peuvent être soutirés à des autorités, qui peuvent être soumises à des chantages. On l'a vu en 1963 avec le premier président gabonais, sur son lit d'hôpital, lorsqu'on lui a annoncé son cancer de la prostate, on lui a fait modifier la Constitution. Et 48 heures après, il mourait pour placer M. Omar Bongo, qui est devenu président pendant 35 ans ou 40 ans du Gabon. C'était Léon Mba, si je me souviens. Voilà. Donc cette forme de, je veux dire, on compatit. On souhaiterait que le président Tchamba reprenne des forces, mais il faut penser aussi à la Côte d'Ivoire et à nos institutions. Très bien. Voilà. Mais si on va à présent aborder, à la faveur de la célébration de la journée, de la 30e journée de la liberté de la presse, et bien donc avec pour thème l'information comme bien public, on va aborder un peu la situation de la presse en Côte d'Ivoire, de la liberté de la presse en Côte d'Ivoire, avec cette question toute simple. Pensez-vous que déjà, en ce qui concerne le classement, on a gagné 2 places de 68e, on est en 66e position. Mais moi, la question, c'est, pensez-vous que cette liberté-là, elle est effective, elle est concrète, elle est palpable au niveau de la Côte d'Ivoire? Moi, écoutez, je pense même qu'on aurait dû gagner un peu plus de place. Ouais, parce que j'ai vu des articles qu'ils ont écrits sur un président de la République, sur le président de l'Assemblée nationale, sur la police. Je pense qu'il y a quand même une vraie liberté qui pousse même les journaux ivoiriens même à sortir de la déontologie, à sortir de l'éthique. Et donc, vraiment, moi je pense que la presse ivoirienne est globalement libre et même elle se permet même trop de liberté. On sait qu'on est loin des régimes autoritaristes. Moi je crois que dès l'instant où la libéralisation a été effective avec la TNT, ça ouvre la voie à la liberté de la presse, comme partout, comme ça se passe partout dans la sous-région. Une fois qu'il y a l'avènement des chaînes privées, oui, je pense que c'est un grand pas vers la liberté de la presse parce qu'il n'y a plus le monopole de l'information, il n'y a plus des propagandes à tout va, l'information est traitée différemment par plusieurs organes et suivant plusieurs sensibilités, mais au moins, pour moi, oui, cette liberté de la presse existe. Après, certains justement qui sont opposés à votre point de vue disent effectivement, elle est peut-être libérée, elle est traitée plus largement, mais est-ce qu'elle est traitée dans les meilleures conditions? La libéralisation ne signifie pas forcément plus de liberté. Si. Parce qu'il y a un contexte où parfois des journalistes sont soumis à des pressions politiques, administratives et autres. Parce que Rabia voulait dire, par exemple, c'est qu'il y a quelques années, il y avait aujourd'hui la possibilité, enfin cette possibilité qu'on ait ce genre de débat n'existait pas. Donc aujourd'hui, oui, parce que les canaux... Alain, juste quelque chose de très simple. Aujourd'hui, quand la seule chaîne qui existe dans un pays est la chaîne nationale, s'il y a des manifestations de l'opposition, on n'en parlera pas dans les médias. Alors qu'une fois qu'il y a cet avènement des chaînes privées, je veux dire, l'information est libéralisée, il y a moins de censure. Et pour moi, moins de censure égale plus de liberté.
plus de possibilités. Oui, je rejoins Alain. Plus de libéralisation ne veut pas forcément dire plus de liberté d'expression pour la presse. Pourquoi je dis ça? Parce que derrière, on peut s'exprimer. On peut s'exprimer sur différents sujets, mais forcément, à un moment donné, soit on aura des rappels à l'ordre, on l'a vu, on l'a vécu, on aura des rappels à l'ordre, on aura peut-être même une convocation. Après, tout dépend de l'angle également qui est pris par les journalistes. Non, je vais terminer. Il y a la loi. Non, il y a la loi. Il y a la loi. Il y a la loi. On parle tu as parlé d'aspect qualitatif, ok, je suis d'accord. Mais derrière, de toute façon, le journaliste qui peut aller beaucoup plus loin dans ses investigations, pousser plus loin pour chercher le problème ou enquêter, peut être soumis à des menaces de divers ordres, que ce soit des menaces qui soient d'ordre politique ou bien même qui viennent de personnes de particuliers. Il est toujours soumis à des menaces parce qu'il s'est exprimé sur un sujet qui est délicat. Mais moi, et en général, c'est pas évident de pouvoir s'exprimer. Vous avez malheureusement fait des frais. Oui, mais ça, ce n'est pas propre à la Côte d'Ivoire. C'est, je veux dire, même dans tous les pays. Non, mais on ne parle pas de niveau, on parle de niveau de la liberté d'expression. Mais c'est pour ça que je dis que notre niveau doit être celui aussi de certains grands pays, parce que je ne suis pas sûr que tous les journalistes investigateurs qui sont aux États-Unis sont libres de faire tout ce qu'ils veulent. Il y a des pouvoirs de pression, il y a des gens qui les empêchent de révéler des choses, qu'on soit en France aussi, alors qu'ils sont dans les hauteurs du classement. Ce que vous dites, c'est le propre de ceux qui sont contre la liberté, finalement. Mais non. Parce que vous parlez des États-Unis où, effectivement, des journalistes n'auraient pas la capacité d'investiguer, de faire tout ce qu'ils veulent. Ce n'est pas de cela dont il s'agit. Ce n'est pas parce que chez le voisin, il y a moins de liberté que chez moi, il devrait être quand même. Voilà. Non, je ne suis pas d'accord. Nous, on s'appelle la Côte d'Ivoire. On a dit que on est un État de droit, un pays démocratique, et les médias, les journalistes et tous ceux qui le souhaitent, notamment qui travaillent dans ces organisations, devraient pouvoir écrire sur tous les sujets d'intérêt. Je rappelle qu'il y a... La question, Alain, je vais terminer là-dessus. Qu'il y a bientôt 1 an, ou même plus, des articles parlant de trafic de drogue étaient sortis sur des médias étrangers. Est-ce qu'on pouvait imaginer une telle ou de telles investigations menées par un média local? Non, mais déjà, ne revenons pas là-dessus, pas déontologiquement, ce papier de l'étranger, c'était vraiment du gros n'importe quoi. Mais j'ai bien compris votre je voulais juste placer ça. Quelle preuve vous avez que c'était n'importe quoi? Ça a été vraiment documenté que le journaliste en question, là, qui s'est réclamé d'avoir fait une incursion ici en Côte d'Ivoire, ça a été sur la question du travail, par exemple. Ça, c'est au niveau technique. Hein. Mais après, je comprends votre préoccupation. Vous dites que souvent, sur les grands dossiers, c'est pour dire que d'une part, les journalistes sont soumis à des pressions, et d'autre part, eux-mêmes s'auto-censurent. Et Edith l'a dit tout à l'heure, qu'il y a des sujets qu'ils ne souhaitent pas aborder pour ne pas risquer d'être convoqués ou subir des Alain Toussaint, excusez-moi. Alain Toussaint, est-ce que vous, en ce moment, vous avez sur certains sujets, aujourd'hui vous parlez de tous les sujets, est-ce que vous avez ce sentiment-là lorsque vous abordez certains sujets? Moi, je sais que je prends des précautions langagières pour parler d'un certain nombre de choses, mais il y a des choses dont je ne souhaite pas parler pour ne pas mettre en porte-à-faux la chaîne pour laquelle je travaille. Non, mais Toussaint, d'abord, vous êtes un homme policier, vous dites les choses aussi avec un peu de respect, avec les formes, mais cela ne veut pas dire que vous subissez une forme de censure. Exactement. Mais je veux vraiment, sur ça, qu'on soit... Je pensais que c'est la question que Brice vous poserait, mais écoutez, quels sont les cas quand même assez flagrant, où des gens, on a la preuve que la liberté de la presse est menacée. En Côte d'Ivoire, aucun journaliste n'est emprisonné. Pas récemment. Heureusement, d'ailleurs. On a eu des cas, par exemple, on a eu des cas où les journalistes sont convoqués. Delors, par exemple, a été convoqué à un moment donné. Non, je veux quand même vous dire que quand on convoque un journaliste parce que dans son papier, il y a un besoin d'explication, il a dit parce que la loi permet tout ça, ok. Mais le délit de presse, quand même, jusque-là, n'a pas été mis en œuvre, personne n'a été condamné. Heureusement. Oui, donc ça veut dire que dans le classement, moi je tiens à ce que j'ai commenté, dans le classement, la 66e place, me semble vraiment, j'allais dire... Il y a une évolution, mais il y a des efforts à faire. Pour moi, on devrait mettre un peu plus haut, parce que quand même, vous savez, les journaux ivoiriens, là encore, on le vit aussi avec... notre chaîne, et Rabia l'a bien dit, avec la libéralisation, on n'est pas tendre ni avec le pouvoir, ni avec l'opposition. Donc c'est la preuve que les choses se passent plutôt bien. Donc on nous met à la 66e place, excusez-moi d'être un peu chauvin, mais je pense qu'on devrait être dans les hauteurs du tableau parce qu'il y a beaucoup de liberté. On a dit des choses ici sur le gouvernement, on n'a pas été d'accord avec leur... enfin, vous l'étiez, sur leur séminaire, derrière... Donc il y a une forme de liberté. Avec une recommandation, il faut que les choses soient dites avec respect, avec considération, il faut que ce soit les faits. C'est la moindre des choses.
injures, tout simplement. Voilà, dans des règles d'éthique et de déontologie, on en parle tout le temps. Amenant à la violence, par exemple. Voilà, on est tout à fait d'accord. Mais derrière, je pense que c'est vrai qu'il y a une évolution. Il faut saluer cette évolution, ces 2 places supplémentaires qu'on a eues. Mais derrière, il y a quand même des efforts à faire parce que raison pour laquelle je vais pas, peut-être je vais m'attirer les foudres des journalistes, mais on est en train de tomber en termes de qualité, de contenu, parce qu'ils ne poussent pas loin en termes d'investigation, en termes de recherche, en termes de contenu. C'est peut-être. On parle des journalistes de réseaux sociaux. Est-ce que c'est pas justement ce qui fait que des articles, comme Alain Doucet tout à l'heure le reprochait à certains journalistes, que ces articles-là viennent de l'extérieur, alors que nous on se contente très bien ici d'aller en surface. Mais Boris, tout simplement, et justement, c'est ça le problème quand on donne, entre guillemets, je ne dirais pas trop de liberté parce que je ne peux pas le dire, mais plus on avancera, plus on se rendra compte que les gens se donneront trop de liberté et la qualité du travail va encore plus baisser parce qu'on sera plus à la recherche de tout ce qui est sulfureux à sensation. Je ne suis pas d'accord. Mais si, parce que l'expérience nous l'a montré. Plus on évoluera vers ça, plus on évoluera dans ce sens-là, plus on verra que les gens vont se donner trop de liberté. Permettez-moi d'aller sur sa suite. Mais ce n'est pas une question d'enfants, mais le problème, c'est que il y aura encore plus de presse, il y aura encore plus d'amateurs qui vont se déclarer journalistes. Mais on a des médias à l'étranger, en Europe, aux États-unis, qui sont des médias qui ont plus de liberté, mais qui sont qualitatifs. Vous me permettiez de rajouter par rapport à ce qu'elle a dit. Une fois qu'elle a posé ce problème-là, la crainte est là. C'est pour ça qu'il faut améliorer le rôle de l'État. En termes d'encadrement, en termes de soutien à la presse. Moi, je parle de soutien. Et sur les formations, et on l'a dit, le thème de cette année, c'est bien sûr l'information comme bien public. Donc ça veut dire que si l'État est conscient de cela, qu'il fasse appliquer la possibilité aux organisations nationales de communiquer. Donc vous voyez, moi, ce que je veux dire, là où on perd en ce moment, c'est que l'ensemble de la communauté nationale, avec l'État, ne s'implique dans ce que je peux appeler cette liberté supplémentaire qui va nous éviter ce que Rabi a dit. André, je vais revenir à vous. Justement, cette liberté-là, vous avez vraiment l'impression, je crois que vous avez choisi d'officier sur cette chaîne-là parce que vous avez peut-être senti que sur Live TV, vous aviez la possibilité, la liberté de dire ce que vous vouliez. Bien sûr. Tant que c'est dit avec... délicatesse. Non, mais tant que c'est dit normalement, parce qu'un journaliste n'est pas un va-t-en-guerre, il n'est pas le porte-parole d'un clan ou d'un camp. Il s'exprime, il dit les choses. Les faits. J'ai pu en laisser avec de manière objective. Mais ce que je voulais dire ici, la difficulté, ce que j'observe en Côte d'Ivoire particulièrement, je le dis, et j'espère que des ministres nous écoutent, c'est la difficulté d'accès à l'information publique. Oui. Quand des détenteurs de l'autorité public, c'est-à-dire des représentants de l'État, refusent d'honorer des invitations de journalistes, de venir s'exprimer à la télévision. Dans la charte dont on a parlé la dernière fois, on a parlé de la bonne gouvernance, mais la bonne gouvernance, c'est la transparence. Ça veut dire l'obligation qu'a le ministre, le directeur général, etc., à venir au devant des médias pour parler. Donc, c'est une forme de censure, parce qu'on n'a rien à dire. Et de boycott, en fait, on a 41 ministres, mais il n'y en a pas encore un. Je pense qu'il y en a un qui est venu ici. Voilà. On espère qu'un autre sera là la semaine prochaine. Il en reste encore 40 autres. Voilà. Et on espère qu'ils viendront devant les médias pour quand même échanger. Parce que le silence, pour moi, des autorités, s'apparente clairement à une forme de censure. Moi, pour le coup, je ne dis pas que ça peut s'apparenter, mais pour moi, ça fait partie des évolutions qu'on doit gagner. Parce qu'on en a gagné beaucoup, mais ça fait partie des évolutions. Je pense que là, pour le coup, vous êtes un peu trop dur. Mais pas du tout. Moi par contre, André, moi, je suis d'accord avec pendant la campagne électorale, combien de refus a-t-on essuyé? Des ministres que vous invitez qui décommandent les rendez-vous au dernier moment. Mais c'est de la censure. Et même sur les communications concernant les problèmes d'électricité, ils n'ont. Et pourtant, c'est le blackout. Et pourtant, ça passe sur notre chaîne, quoi. Monsieur Alain Toussaint. Monsieur Brissano. J'aimerais bien, avant de terminer cette émission, et ça, c'est pas un procès, parce que vous avez dit tout à l'heure, et ça, je pense que vous l'avez dit un peu dans l'euphorie, vous avez dit tout à l'heure que vous tenez des propos, et vous mesurez vos propos, parce que vous craignez que ces propos-là mettent à mal l'image de la chaîne. Bon, d'abord, ce n'est pas ma nature de tenir des propos... discourtoires. Moi, je veux que ce soit important. C'est mon éducation. Moi, je fais 30 ans de journalisme. J'ai toujours été ainsi. Voilà, je parle objectivement, j'ai dit les choses telles que je le sens.
je peux donner un bon point à mon camp, si j'en ai un, mais mon camp, c'est la Côte d'Ivoire, et puis distribuer de mauvais points aux autres. Voilà, je pense que... Je vais juste terminer. Le journaliste, je ne suis pas donneur de leçons, mais je vais quand même le dire un peu, a l'obligation d'être honnête quand il aborde un sujet. Voilà, je peux être parfois dur avec mes amis d'hier, voilà, qui sont des frères, les gens du FPI, mou avec le président Ouattara et puis le lendemain défendre ou machin, mais parce que c'est ainsi que fonctionne le journaliste, c'est ainsi que doivent fonctionner les gens des médias. C'est de l'objectivité. Et dire que vous êtes libre d'exprimer vos différents points de vue sur cette chaîne. Ah, mais bien sûr que je le fais. Mais ça va être très court ce que je vais vous dire. La phrase de Toussaint Alain a pu paraître peut-être ambigu dans la tête. Oui, c'est pour ça que je voulais qu'elle mais je veux que les gens comprennent aussi l'autre pan de ça. Au-delà de sa personnalité, de son métier de journaliste, c'est valable pour nous tous. On n'est pas dans un organe de presse, que ce soit Live TV ou ailleurs, pour dire les choses de façon pas convenable. Peu importe ce que la chaîne... Mais parce que derrière, nous travaillons dans une organisation, qu'elle s'appelle Live TV ou qu'elle s'appelle la CIE, une organisation qu'on doit aussi protéger à travers nos propos. Donc voilà, c'est ce que je veux rappeler. On ne dit pas n'importe quoi au nom de sa compagnie. De sa liberté. On n'est pas forcément là pour faire plaisir à quelqu'un, on est là pour être objectif. Voilà, c'est ça. On s'exprime librement, on s'exprime dans le bon ton, dans le bon cadre, dans le respect. Et on le fait pour le public qui a besoin de comprendre, d'avoir des clés pour comprendre ce qui se passe. Les citoyens. Exactement, les citoyens. C'est important. Les faits avec courtoisie. Sur la télé sans filtre, justement, on vous dit merci d'avoir été en notre compagnie pour ce moment de décryptage. Merci Alain, merci André, mesdames, Rabia Diallo et Livre Bleu. Merci à toutes les équipes techniques et éditoriales qui nous ont accompagnés tout au long de cette semaine. On vous retrouve, Inch'Allah. Oui. Vous n'allez pas oublier Rabia quand même. Non, tu ne nous oublies pas pour demain. Non, je n'ai pas oublié. Faut dire je la sentais là sur le côté. Si, l'autopromo, allez. C'est ça. Après, on va se poser des questions sur son appartenance quand même. Oui. Où te situes-tu? Deux chaises. Voilà, deux tabourets. Deux tabourets, exactement. Ouais, parce que deux tabourets, ça se parle plus. Demain, sur ce même plateau, vous retrouvez les girls, justement. Rabia Diallo, Esther Yuya, Frédéric Leininger aux côtés de Connie. Donc, toutes ces girls-là, vous donnez rendez-vous. Sophie Aïda, demain, sur ce même plateau-là. Et puis, toute une bonne pensée pour Mike Danon, que vous retrouvez jeudi prochain. Sans point de stress. D'ici là, prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur mauvais coup au judo. C'est ça. Que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À lundi. Inch'Allah.